Bienvenue au 4e colloque de la CIPU et merci encore une fois pour l'attente. Comme vous avez certainement déjà vu, le programme de la CIPU cette année se concentre sur le sujet données et digitalisation dans le développement urbain et régional. Et 3 événements dans le cadre de ce colloque ont eu déjà lieu. On a thématisé le cadre national avec le suivi territorial et la digitalisation des procédures PAG et PAP, le niveau communal avec la stratégie de digitalisation de la commune de Chute-Tranche et les possibilités du géoportail. Et la semaine dernière, c'était l'utilisation concrète des données pour renforcer le développement urbain durable et la participation citoyenne. Et aujourd'hui, le sujet sera les processus d'autorisation numérique. Et là, c'est la question comment est-ce que nous pouvons accélérer et simplifier la planification par des processus numériques. Et normalement, nous avons trois interventions aujourd'hui qui sont prévues. À cause des problèmes de son, on va changer un peu l'ordre. Donc, nous avons en fait prévu la présentation de M. Sébastien Oswald de l'Eurométropole Metz pour nous donner un aperçu pratique des procédures d'autorisation numérique, concrètement du certificat d'urbanisme. Ensuite, il sera question des évolutions prévues au Luxembourg. Là, Julien Ravet de la CFUE va nous donner des perspectives sur le portail national d'urbanisme et le certificat de projet digital. Et notre troisième intervenant, Vincent Nicolas du CTIE, nous présentera les développements prévus pour guichet.lu. Et oui, les sujets, ça peut sembler un peu technique ou complexe, mais je voudrais dire et vous rassurer que ce sujet, c'est nouveau pour la plupart d'entre nous qui sont ici aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux aussi vous inviter à poser vos questions par le chat de Zoom à tout moment ou à la fin de la séance en levant la main. Et avant de commencer, comme d'habitude, j'ai aussi des questions pour vous, le public. Une question, c'est où est-ce que vous voyez les plus grands potentiels ou obstacles à la transition vers des processus numériques? Et une autre question, quel processus de votre quotidien professionnel gagnerait le plus à être numérisé? Et on va maintenant commencer. Je donne la parole à Julien Harvey de la CFUE. Oui, merci Laura. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une présentation d'un concept qu'on a développé ces dernières années ensemble avec des experts du métier. Je partage mon écran en ce sens. Vous allez me dire que ça marche, j'espère. Très bien. Voilà, j'ai quelques slides introductifs et puis je vais faire une présentation du prototype, c'est-à-dire des maquettes fonctionnelles où nous avons une petite présentation qui a été préparée à cet effet. Voilà, donc on appelle ça, ou on pense qu'on pourrait appeler ça au futur le portail national de l'urbanisme. En abrégé, ça donne, ou abréviation, c'est PNU. Voilà. Et donc, c'est parti du constat qu'on a différents portails en ligne et que forcément, ou plutôt a priori, on a peut-être du mal à trouver les informations qu'on cherche au travers de tout cet écosystème de sites qui existe actuellement.
Différents ministères, vous voyez ici sur le slide, ont participé à ces travaux et les ont, pour ainsi dire, approuvés. Donc le projet, on avait un site en ligne qui s'appelait guideurbanisme.lu. Il a été retiré fin de l'année 2025 et il avait fait son temps, on peut dire, puisqu'il existait depuis 2014 et c'était un premier site censé informer et guider les différents maîtres d'ouvrage ou tout requérant qui souhaite s'informer sur les procédures en matière d'urbanisme ou de construction. Ce site n'était plus dans l'air du temps. C'est pour ça que nous avons pris la décision de commencer à œuvrer à un nouveau concept. 2021-2022, plutôt 22, nous avons donc fait un marché public, trouvé les experts et commencé toute une analyse avec de nombreuses parties prenantes. Donc, tous les publics cibles ont été intégrés au processus. Peut-être même certaines personnes ici présentes cet après-midi. Nous avons fait des workshops, des interviews et des tests. Et donc, un comité de pilotage s'est réuni mensuellement pour prendre connaissance des avancées et valider celles-ci. Si bien que nous avons pu établir un prototype sous la forme de maquette fonctionnelle et qu'il a été d'ailleurs encore amélioré suite à différentes phases de test, puisqu'on avait constaté qu'on pouvait faire encore mieux. Et vous voyez alors un petit peu, nous avons ajouté un assistant projet, défini des règles, écrit des contenus, fait des preuves de concept, notamment également en matière d'IA. Si bien que fin 2024, ce prototype avait été finalisé et nous avons reçu tous les livrables de la part des experts et présenté ainsi, moyennant une note au Conseil de gouvernement, ce projet et qui a donc fait l'objet d'une approbation. Si bien que depuis 2025, en courant d'année jusqu'à présent, nous sommes en train d'œuvrer à faire de cet avant-projet un réel projet, donc qui va être développé au sein de l'État. Voilà. Les constats de départ, j'en tire deux ici du slide. C'est que donc on n'a pas de vue d'ensemble sur l'entièreté des démarches administratives qui existent pour les différents projets en matière de construction ou d'urbanisation. Et d'autre part, les différents publics cibles, les différents requérants ont souvent du mal à apprécier à quelle instance, à quelle autorité s'adresser en premier, en deuxième, en troisième, et voir dans quel ordre également, puisque différentes autorisations émanent de différentes administrations de l'État, et finalement l'autorisation de construire ou peut-être d'autres autorisations sont nécessaires au niveau communal. Parmi les objectifs poursuivis, nous avions l'ambition de créer une plateforme d'échange d'informations exhaustive qui puisse répondre aux réels besoins des utilisateurs. C'est pour ça que nous avons donc vraiment fait une démarche participative pour mieux apprécier les différents besoins. Et surtout, pour simplifier toutes ces démarches, nous voulions également guider efficacement les maîtres d'ouvrage quand ils ont un projet qu'ils souhaitent initier ou une idée en tête de faire quelque chose. Voilà. Et un petit dernier slide pour mettre tout ça dans le contexte plus politique. En 2024, nous avons eu la présentation du projet d'accélération en matière de construction de logement, May à Meizea Bauen, donc construire plus et plus rapidement en français. Euh, Notre cellule avait proposé trois mesures, ce sont celles qu'on retrouve sur ce slide, et donc la mesure de concrétisation du portail national d'urbanisme a été retenue parmi le paquet de 40 mesures du gouvernement. Et on voit en simplifié ici un peu la démarche entre de gauche à droite 1, 2, 3. Donc 1 étant l'initiative, un requérant ou un utilisateur du portail a une idée en tête de faire quelque chose et il souhaite obtenir un cadrage pour savoir est-ce que c'est réalisable. Donc le PNU, le concept qui a été développé, qu'on voit ici sur la partie 2, va permettre de délivrer une feuille de route personnalisée suivant le site où le requérant souhaite réaliser un projet. Donc, il va le simuler et obtenir ce qu'on appelle une roadmap ou une feuille de route. Cette feuille de route l'informera des différentes autorisations nécessaires au cas où ce projet est réalisable. Et par-dessus tout, à la fin, nous souhaitons aussi aller plus loin et formaliser cette feuille de route moyennant encore un autre projet, la mesure 35, qui se prénomme certificat de projet digital, qui ne fait pas l'objet de cette présentation, mais comme ça, vous comprenez un peu le contexte. Voilà, je vais me permettre juste d'arrêter de partager l'écran ici pour partager un autre écran
et vous faire la présentation live. Voilà. Hop. Non, ce n'est pas celui-là. Où est-il? Ah, d'accord, j'ai compris. Décidément, c'est l'après-midi des difficultés techniques. Voilà, j'ai trouvé. Vous voyez l'écran? Très Oui. bien. Voici, nous sommes dans l'environnement des maquettes fonctionnelles et voilà, je vais me permettre de vous présenter alors la maquette du portail national d'urbanisme, sachant qu'il ne faut pas regarder les aspects graphiques, donc tout ce qui est visuel n'a pas été encore conçu. Nous sommes vraiment dans un prototype pur. Je vais passer certaines fonctionnalités qui ne font pas l'objet de cette présentation. Donc, vous voyez que nous sommes dans un nouveau portail qui met en avant en fait la possibilité de simuler un projet. Mais sinon, il y a aussi d'autres rubriques comme la rubrique des projets ou des formalités urbanistiques. Celles-ci sont à titre informationnel. Des rubriques d'actualité, de ressources, d'aide et contacts et une fonction de recherche. Voilà. Donc là, je vais présenter la fonction de l'assistant projet où on va simuler un projet. Donc, le processus prévoit donc de se laisser guider, de localiser son projet, de sélectionner un type de projet parmi une liste, de spécifier dans ce type de projet certaines informations et donc finalement d'obtenir ce qu'on appelle une feuille de route. On va commencer. Des disclaimers s'affichent au niveau des données qui vont être rapatriées depuis Géoportail et notamment de l'analyse de l'IA qui est moyennant un chatbot actif, aussi ici actif et qui va donc gérer un petit peu enfin, suivre les choix de l'utilisateur. La partie gauche me guide, la partie droite me permet de faire des choix. Donc, votre projet concerne-t-il une construction? On va dire oui, on fait suivant. S'agit-il d'une nouvelle construction? Oui, suivant. Le volume de cette construction dépasse-t-il celui d'une maison unifamiliale? Bon, je suis une personne pas initiée, pas professionnelle, je ne sais pas trop. Je clique quand même sur oui ou non et je continue. J'arrive à la fenêtre qui me demande de sélectionner donc le site du projet. J'ai plusieurs possibilités, notamment de renseigner une adresse ou de choisir des parcelles ou tirer une zone moyennant une surface, un périmètre sur différentes parcelles. Pour mon exemple de construction d'un bâtiment, je vais renseigner une adresse. Vous voyez on arrive donc dans une API Géoportail. Je renseigne mon adresse. Ici, c'est automatisé, bien évidemment. Nous sommes sur le territoire de la ville de Luxembourg et je lance toutes les requêtes sur les couches du Géoportail. Voilà. Celles-ci répondent et on voit que pour le terrain sélectionné et en fonction du type de construction que je souhaite faire, j'obtiens déjà diverses informations, à commencer donc du haut en bas. L'adresse étant à Luxembourg, la parcelle étant aussi référencée. Et ensuite, je vois que les rubriques urbanisme, environnement, infrastructure et patrimoine ont été validées parce qu'il y a eu des impacts, a priori. Et dans le détail, je vois que ma parcelle est sélectionnée. La parcelle que j'ai sélectionnée est en zone constructible, qu'elle fait partie d'une zone PAP quartier existant, qu'elle est aux abords d'une route nationale, qu'elle est située dans une zone d'observation archéologique et qu'elle est dans une zone de bruit. Voilà. Je peux descendre, scroller vers le bas et voir tous ces détails de façon plus exhaustive, en prendre connaissance et continuer le processus. Maintenant, je dois donc renseigner le type de projet. Vous voyez ici dans le menu, j'ai différents types de projets qui ont été modélisés et dont les contenus, les règles, les différentes formalités ont toutes été aussi éprouvées lors du prototypage. On va se lancer sur construire un bâtiment sur le terrain choisi. Donc, dans la partie gauche, c'est le récapitulatif de mes choix. Je vais faire donc construire un bâtiment, je simule et je dois renseigner ici de quel bâtiment, quel type de bâtiment je souhaite construire. Bah, je pense que ça va être une maison unifamiliale, mais je vois aussi que j'ai beaucoup d'autres choix possibles, notamment créer des bureaux,
halle de production, abri de jardin. Donc, je clique sur maison unifamiliale, mais je pense que je vais aussi faire un abri de jardin. Donc, je coche. Ici, le simulateur m'informe que c'est possible de aussi faire aménager des espaces libres, donc faire un abri de jardin. Par contre, que ça va faire l'objet d'un projet séparé. J'ai compris. Donc, ça s'affiche en tant que projet complémentaire. Et je continue. Je vois alors que je dois renseigner la surface de scellement pour mon projet. Alors ça ne me parle pas du tout parce que je ne suis absolument pas expert en mètres carrés et je ne sais pas apprécier. Donc je coche supérieur à 100 000 mètres carrés. Et là, j'ai le chatbot qui s'active et qui m'explique qu'en fonction des choix que j'ai faits et de la surface du terrain, il n'est pas possible de sceller plus de 100 000 mètres carrés. Et donc, on me conseille de vérifier ces informations. Donc là, pour la présentation, c'est un peu plus rapide, mais je vais donc décocher, recocher 20 000 mètres carrés et continuer. Pareil, pour la prochaine question, quelles affectations sont prévues sur le projet? Donc, je sais que je veux faire une maison unifamiliale, mais à l'endroit où c'est, sur un chemin repris de l'État, je me dis que je ferais bien une fonction commerciale au rez-de-chaussée parce que j'ai plus de mètres carrés que j'ai besoin. Alors, je vais cliquer sur café en plus de logement. Le chatbot s'active à nouveau et me dit qu'après analyse du règlement afférent, il est formellement interdit de réaliser une fonction commerciale au rez-de-chaussée dans cette zone. Et il m'indique également le document de référence. Et si je cliquerai dessus dans cette idée, j'arriverai à l'ouvrir au passage exact qui explique que c'est interdit. Donc, il me conseille de passer cette étape et de continuer, sachant que ce n'est pas autorisé. Dernière question, souhaitez-vous y implanter une entreprise? Je ne sais pas trop répondre. Je clique sur simuler. Je laisse cette question sans réponse. Alors, en résumé, je vois ici dans la partie gauche les choix qui ont été proposés par enfin, les différents critères qui émanent du géoportail, et d'autres choix où j'ai pu répondre moi-même et que j'ai un projet complémentaire sur le terrain. Et dans la partie droite, j'ai les remarques complémentaires que le chatbot m'a fait part. Donc, j'ai effectivement la surface de scellement peut pas dépasser, enfin, ne pourra pas dépasser les 20 000 mètres carrés. Et d'un autre côté, je ne vais pas pouvoir faire une fonction commerciale. Voilà, je prends connaissance de tout cela et je clique sur terminer. C'est là qu'on m'invite à me connecter puisque je vais accéder à un espace où je vais pouvoir sauvegarder ces données pour pouvoir les reprendre à tout moment. Donc, je renseigne mes données, je me connecte et mon projet est créé. Donc là, dans la logique, je devrais aussi maintenant continuer avec le projet complémentaire et lancer l'assistant. Mais donc, pour les besoins de cette présentation, on passe cette étape. Et on va passer à au dernier écran pour le projet principal, le projet prototypé sur le territoire de la ville de Luxembourg. Sur ce dernier écran, j'ai donc un récapitulatif de mon projet, construire une maison rue Pierre-Crier. Et je sais que je suis dans la démarche, enfin dans la formalité, construire un bâtiment. Donc j'ai quelques informations préalables qui s'affichent à ce sujet. J'ai encore certains conseils au niveau de la compréhension des données géoportail et d'autres choses. Je passe tout ça parce que c'est un temps assez restreint pour ces présentations. Et donc j'arrive à la feuille de route. C'est ça qui vous intéresse, je pense. Vous voyez ici, on a différentes formalités. On a une formalité A, autorisation de construire, une formalité B, permission de voirie pour route étatique, une formalité C, évaluation archéologique, et il pourrait y en avoir d'autres. Dans ces formalités, je vais pouvoir effectuer des tâches. Je vais vous montrer. Donc ici, identifier le type de projet. Si je pense que c'est déjà fait, je vais ici cocher terminé. Voilà, puisque finalement, c'est déjà fait. Il y aura possibilité que des tâches se cochent automatiquement dans notre réflexion, c'est ce qu'on a envisagé, ou justement que l'utilisateur puisse aussi cocher d'autres cases manuellement. Je peux aussi m'informer sur la formalité autorisation de construire. Donc, j'ai un résumé qui s'ouvre et je peux aussi consulter carrément la fiche de l'autorisation de construire pour mieux comprendre. Dans ces fiches, il y aura les différentes étapes. Il faut prendre un homme de l'art, établir des plans et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui doivent parler à la plupart des gens ici. Je retourne
dans... Voilà, ici. Et pareil, donc dans les différentes formalités, je peux aussi voir donc les résumés de chacune des tâches. Pour l'autorisation, permission de voirie, c'est la même chose. J'ai aussi une fiche que je peux ouvrir qui m'explique. Et si je veux tous les détails, je rentre dans cette formalité pour en savoir plus. Excusez-moi. Ah, maintenant, j'aurais pas dû cliquer. Je vais revenir à cet écran, revenir à ma feuille de route. Voilà. Donc, vous comprenez les différentes formalités, les tâches. Au-delà de ça, j'ai encore en résumé dans la partie droite de mon écran ici les informations donc, sur le projet et le site du projet, les différents thèmes qui sont activés. Et je peux encore, en lien avec mon projet, consulter les différents contacts nécessaires auprès de la commune et des différents ministères, par exemple. Je peux aller voir dans la rubrique ressources toutes les ressources qui vont m'aider et qui sont en lien avec ce projet sur ce terrain. Ça peut être des guides pratiques, des fiches de renseignements, des sites du gouvernement et ainsi de suite. Et j'ai aussi également une rubrique subsides, puisque pour la construction de bâtiments, on a droit à des subsides. Donc ici, dans la logique des choses, je serai renvoyé rapidement au site de l'Agence du climat, puisque c'est sur ce portail que l'on trouve toutes les données spécifiques aux subsides. Voilà, et je peux sauvegarder mon projet et dans mon espace, le conserver, le retrouver et resimuler ce projet avec d'autres paramètres. Voilà, j'arrive un peu à la fin de l'exposé de cet exemple moyennant les maquettes du prototype. Je termine donc juste pour expliquer que nous espérons que ce concept va permettre à la base, en amont, d'entamer et d'initier vraiment un projet moyennant des moyens financiers et des moyens en personnel, euh, de savoir assez rapidement est-ce qu'un projet est réalisable ou ne l'est-il pas. Et est-ce que s'il est réalisable, quelles sont les différentes modalités, les autorisations nécessaires pour y parvenir? Ça, c'est la première ambition. Et la deuxième ambition, c'est de se servir de cette feuille de route justement pour ne rien oublier, cocher une à une les différentes cases et savoir exactement à quel moment où on en est. Voilà pourquoi, dans la suite donc, de cette feuille de route, nous envisageons également de la formaliser moyennant ce qu'on a donc dénommé le projet certificat de projet digital. Ça voudrait dire que cette feuille de route, une fois qu'elle est finalisée, ici, avant d'entamer le projet, bien évidemment, donc les différentes tâches n'étant pas encore cochées, un requérant, un utilisateur pourra alors décider, au cas où il souhaite vraiment initier son projet et le réaliser, de, euh, de cliquer donc sur le bouton afférent qui permettra de demander un certificat de projet. Et le cas échéant, cette feuille de route sera envoyée aux différentes administrations étatiques concernées, voire même communales, qui en prendront connaissance et qui pourront alors donner un retour là-dessus, c'est-à-dire vérifier les données et aussi donner donc leur approbation moyennant leur domaine de compétences pour chaque formalité. Il y a tout un système à mettre en place, un workflow à designer, bien évidemment, pour réaliser ce projet de certificat de projet. Mais les études sont en cours. Nous avons entamé là aussi maintenant une phase de conceptualisation et nous allons justement travailler les prochaines semaines à ce workflow avec les différentes parties prenantes pour justement voir quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il faut absolument prévoir, comment est-ce que le flux va pouvoir fonctionner entre le requérant et les administrations jusqu'à obtenir donc la formalisation de la feuille de route. Et voilà, je vais stopper à ce niveau. Merci Merci. beaucoup. Merci pour cet aperçu. Et est-ce qu'il y a des questions de compréhension directement? Sinon, vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat et je propose de prévoir un moment de questions-réponses à la fin de la séance et de donner la parole directement à Monsieur Nicolas du CTE.
Merci bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Parfait. OK. Et j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran également? oui, Merci beaucoup. Donc, pour faire suite à la présentation de Julien Havé, ici, l'idée, en fait, c'est de voir comment le CTIE et MyGuichet en particulier, peut aider à la digitalisation des processus d'autorisation de construire. Alors, dans un premier temps, je vais présenter ce qui existe au niveau de MyGuichet. Je suppose que autour de la table, entre guillemets, tout le monde ne connaît pas forcément MyGuichet, donc je vais passer en revue et présenter ce que c'est que MyGuichet et les principales fonctionnalités qui sont en place, en m'attardant un peu plus sur celles qui, je pense, pourront entrer dans la réalisation de ce qu'a présenté Julien précédemment. Et puis, sur la fin, présenter quelques fonctionnalités, enfin une fonctionnalité en particulier qui n'existe pas et sur laquelle nous travaillons actuellement. Donc, voilà. Donc, c'est la fonctionnalité de dossier multi-démarche. Voilà. Je reviendrai un peu plus dans le détail après. Donc, déjà, en quelques mots, qu'est-ce que le CTIE? Donc, le CTIE, c'est le Centre des technologies de l'information de l'État. On va dire, c'est l'IT de l'État qui développe, on va dire, qui développe et qui met à disposition toute l'IT pour les administrations, les ministères principalement. Guichet et MyGuichet, c'est le point de contact unique, c'est le guichet unique, comme il y a en France avec servicepublic.fr, par exemple, si je fais le parallèle. L'objectif, c'est de présenter à un seul endroit l'ensemble des informations administratives exposées pour l'État luxembourgeois. Ça vient en complément des sites web dédiés à chaque administration ou à chaque ministère ou à une thématique en particulier, comme par exemple l'urbanisme. MyGuichet, c'est le volet transactionnel, on va dire, de guichet.lu, c'est-à-dire que autant guichet.lu, c'est de l'information, autant MyGuichet, ça va être vraiment où on va se loguer et on va rentrer en contact avec les différentes administrations et ministères pour y effectuer des démarches ou de la consultation de données personnelles. Maintenant, si on rentre un peu plus dans la partie myguichet.lu, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie du point du single point of contact qui regroupe d'un côté, qui fait l'interface d'un côté entre les personnes privées, les professionnels, mais également des personnes anonymes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'identifier pour réaliser des démarches en ligne. On a mentionné les privés parce que ce n'est pas uniquement disponible aux résidents au Grand-Duché, ni aux nationaux luxembourgeois, mais c'est disponible vraiment à tous et principalement à tous les Européens pour justement créer ou entreprendre au Luxembourg. De l'autre côté, donc de l'autre côté de MyGuichet, on va retrouver les administrations étatiques, donc ministères et administrations. On en recense plus de 100 interfacés avec MyGuichet. La centaine de communes au Grand-Duché, les caisses de santé, les juridictions et pour le moment un établissement public qui est interfacé. Donc voilà, donc le positionnement de MyGuichet, c'est vraiment entre les citoyens et les privés et l'État ou les professionnels et l'État. Ce n'est pas un système qui est là pour faire du gouvernement to gouvernement ou du business to business. Voilà. Les principales fonctionnalités, elles sont au nombre de 5. Il y a la consultation de données personnelles. Par données personnelles, on entend aussi bien les données privées que les données professionnelles qui sont exposées au travers de sources authentiques. Par exemple, une source authentique, c'est par exemple le registre national des personnes physiques pour connaître sa situation, si on est inscrit sur les listes électorales, voilà, ou alors le registre des immatriculations pour connaître les véhicules qui sont enregistrés à notre nom. Ça peut être aussi des données professionnelles, comme par exemple la balance de TVA ou plein d'autres choses. Il y en a une cinquantaine qui sont interfacées et disponibles. La deuxième fonctionnalité, c'est bien évidemment d'effectuer des démarches administratives. On en compte plus de 700, aussi bien pour le volet privé que pour le volet professionnel. Ça permet également de recevoir des courriers dans une interface sécurisée qu'on appelle, nous, e-delivery.
Ça permet aussi de prendre des rendez-vous auprès d'administrations. Voilà, et on peut aussi effectuer les rendez-vous en visioconférence. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement du rendez-vous physique. Okay. Au niveau de l'authentification, on a différents moyens pour s'authentifier, soit le produit LuxTrust, LuxTrust, c'est une société qui est soutenue par le secteur bancaire et par l'État au Luxembourg, qui propose des produits d'authentification. Typiquement, ça va être comme des cartes format carte bancaire ou des produits mobiles pour s'authentifier. On a GouVID qui sert à lire la carte d'identité nationale luxembourgeoise, mais également on a le portail eIDAS, qui est une initiative européenne avec lequel on va pouvoir s'authentifier avec un produit du pays dans lequel on réside ou un pays pour lequel nous avons une nationalité. Typiquement, pour la France, vous pouvez très bien créer un produit à partir de votre carte d'identité nationale, qu'elle soit au nouveau format ou à l'ancien format. Si elle a l'ancien format, il faut l'associer, par exemple, avec l'identité numérique de la Poste française. Et vous pouvez, en quelques minutes, créer une identité et vous connecter sur MyGuichet. Au niveau des sources authentiques, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc les sources authentiques, ce sont des registres auxquels on peut accéder au travers de MyGuichet. Ce n'est pas une copie des informations, on va directement voir dans les systèmes, donc ça nous permet de savoir exactement, avoir l'information la plus fraîche possible, vu que ce n'est pas une copie, et donc on peut voir les données qui nous concernent ou qui concernent notre entreprise ou notre association, par exemple. Ces sources authentiques-là, elles servent, en plus de la consultation, mais elles servent aussi au pré-remplissage des démarches. Donc, ça évite aux déclarants, aux personnes qui font les démarches, de devoir ressaisir des informations déjà détenues par l'État. Ça évite également de devoir aussi justifier certaines informations avec des justificatifs. Donc, ça contribue énormément à la simplification administrative. Au niveau des démarches, spécifiquement, on a énormément de fonctionnalités. J'en citerai quelques-unes. Donc, il y a la signature électronique, il y a des services de notification, il y a des procédures collaboratives. On peut faire du dépôt XML, du pré-remplissage par API, on peut payer en ligne. On a un mécanisme avec un bordereau de transmission qui est la preuve comme quoi on a bien transmis, etc. Donc, je ne vais pas tout détailler, ce n'est pas le but. Au niveau du cycle de vie d'une démarche, on va pouvoir faire la saisie, la signature, la justification, mais surtout, en fait, le point important, c'est que l'administration peut ensuite nous demander de corriger des pièces et on peut avoir des cycles de correction qui peuvent s'opérer par rapport à une démarche donnée. L'objectif étant, c'est qu'après un cycle, le back-office, l'administration, nous renvoie une réponse ou un certificat ou un permis ou une confirmation de traitement. Aussi, ce qui peut être intéressant dans les démarches, c'est qu'on a intégré le géoportail.lu, avec lequel, en fait, dans le cadre de la saisie, on peut sélectionner, par exemple, des parcelles, utiliser différentes couches du géoportail. J'ai entendu que vous aviez eu une présentation précédemment. Donc, voilà, on a interfacé le géoportail et on peut bénéficier des API, des fonctionnalités que offre le géoportail, récupérer certaines informations et les intégrer dans la démarche telle quelle, dans un format structuré qui permette ensuite son exploitation dans les systèmes back-office de l'administration. Donc ça, c'est un point important. On l'utilise principalement pour sélectionner des parcelles, mais également pour dessiner des polygones, des points et ce genre de choses, et d'autres évolutions à venir. e-delivery, donc comme je disais tout à l'heure, c'est le courrier. Typiquement, plutôt que d'avoir du courrier papier, on peut s'abonner, donner son consentement aux différentes administrations pour qu'elles nous renvoient les courriers directement en ligne, que ça soit à titre privé ou à titre professionnel. Le courrier peut être également délivré, quand c'est à titre professionnel, à ses mandataires.
Donc, il peut y avoir plusieurs destinataires. Et ça, c'est MyGuichet qui gère la gestion des mandataires. C'est pas du tout géré par les administrations. Donc, l'administration envoie à une entreprise et derrière, MyGuichet dispatche aux différentes mandataires. Il y a les salles de réunion virtuelles. Donc, ça, c'est quand on fait des rendez-vous virtuels. Je m'y attarde pas. C'est une solution développée spécifiquement par le CTIE qui nécessite aucun produit tiers puisque c'est directement en peer-to-peer dans le navigateur. Donc, c'est entièrement sécurisé et on ne passe pas par un produit commercial ou non européen. Enfin, MyGuichet, c'est aussi une app pour laquelle on va retrouver l'intégralité des fonctionnalités que je viens de citer, donc les sources authentiques, les démarches, les parties e-delivery et les réunions virtuelles, mais également on va retrouver des fonctions spécifiques par rapport à l'application mobile. Donc l'idée en fait c'était d'utiliser les spécificités d'un téléphone pour notamment utiliser la réalité augmentée, les notifications push, le géotagging, la numérisation de documents, etc. Donc ça vient en fait comme une aide finalement complémentaire pour collecter d'autres informations dans le cadre d'une démarche, par exemple. Je vais prendre le cas d'utilisation, par exemple, que nous avons actuellement dans le domaine de l'agriculture. Donc, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, les agriculteurs, avec la PAC, la politique agricole commune au niveau européen, les agriculteurs reçoivent un certain nombre de subsides, mais souvent conditionnés au fait que certaines parcelles doivent être mises en jachère ou doivent mettre telle ou telle culture. Et ça, ensuite, il faut vérifier que la parcelle a bien été plantée dans telle culture, telle que préconisée, telle que c'était prévu. Et donc, le contrôle par satellite n'est pas toujours facile puisque les cultures parfois se développent assez vite et les satellites passent pas tout le temps au-dessus du territoire. Et donc, il faut aller faire des photos. Et donc, l'idée, en fait, c'est que l'administration en tout cas de l'agriculture, va demander aux professionnels, à l'exploitant agricole, d'aller faire des photos régulièrement dans ces différentes parcelles. Et donc, elle va lui adresser une demande de photos au travers d'envoi de points, au travers de points GPS dans lesquels il doit aller prendre une photo. Donc, le professionnel reçoit au travers de MyGuichet une notification qui lui dit voilà, vous avez un certain nombre de points sur lesquels il faut aller prendre des photos. À partir de là, il lance Maps ou Waze ou le produit de son choix pour se rendre dans la parcelle en question. Donc, il se déplace physiquement sur le site et ensuite, il va être assisté par la réalité augmentée pour prendre une photo qui sera géotaguée. Et la photo sera ensuite automatiquement envoyée à l'administration directement depuis l'app sans qu'il y ait possibilité d'altérer les métadonnées de la photo. Concrètement, voilà quelques print screens tel que ça fonctionne. Donc, il reçoit un point et là, il va allumer, une fois qu'il s'est rendu au niveau de sa parcelle, on va lui dire il faut que tu te positionnes à tel endroit. Et une fois qu'il est positionné à l'endroit où il doit prendre la photo, dans un rayon de 20 mètres, on va lui afficher une autre indication en réalité augmentée au travers de son appareil photo pour donner la direction dans laquelle il doit prendre la photo. Au moment où il prend la photo, on la géotague, c'est-à-dire qu'on récupère des informations d'au minimum 3 satellites, on ajoute ces données géotaguées et elles sont automatiquement envoyées à l'administration. L'administration, ensuite, va pouvoir exploiter ces informations de la photo, récupérer les informations de géotagging et ensuite procéder à l'exploitation de la photo avec de l'IA, par exemple, pour détecter automatiquement de quel type de culture il s'agit. Voilà, ça c'était un exemple d'utilisation de l'app. Je passe sur la plateforme applicative pour en venir maintenant aux fonctionnalités, on va dire, parmi les fonctionnalités qui manquent par rapport à MyGuichet pour digitaliser tous les projets, on va dire, d'autorisation à construire, tels que présentés par Julien précédemment. L'idée, c'est que il manque principalement, on va dire, une fonction multi-dossier, enfin un dossier multi-démarche. Actuellement, le constat qui est fait, c'est que, pour une autorisation de construire,
ou un projet, on va dire, d'urbanisme, il y a une multitude de démarches à faire. Toutes ces démarches ne sont pas encore entièrement digitalisées. On y travaille, mais ça prend un peu de temps. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'arriver quand même à traiter toutes ces sous-démarches au sein d'un même dossier pour que, on va dire, le porteur de projet puisse avoir une vue consolidée sur qu'est-ce qu'il doit faire, déterminer dans quel cas, donc pour son projet-là, qu'est-ce qu'il a à faire, et de permettre de lui montrer l'état d'avancement en fait de son dossier. Alors, on va passer, donc l'idée au niveau de MyGuichet actuellement, c'est que nous avons des applications qui permettent d'aider à la saisie de démarches. Donc concrètement, on va créer un dossier, on va y ajouter des pièces, on va collecter des informations et on va l'envoyer à une administration. Donc si pour une même procédure, on a besoin de faire plusieurs démarches auprès de plusieurs administrations, on aura autant de dossiers qu'il y aura d'administrations ou de démarches à faire, ce qui ne donne pas une vue consolidée. Donc, parmi les travaux sur lesquels nous travaillons actuellement, l'idée, en fait, c'est de se dire, ben voilà, on a un projet d'urbanisme dans lequel il va y avoir plusieurs démarches à réaliser auprès d'une ou plusieurs administrations. Et ce qui est souhaité, c'est d'avoir une vue consolidée sur l'ensemble, de pouvoir éviter de saisir 3 fois la même chose pour chaque administration, d'éviter de charger les mêmes documents à chaque fois. Et puis, quand bien même que les démarches ne seraient pas encore toutes digitalisées, ou certaines peut-être ne le seront jamais pour des questions physiques, parfois des fois on ne peut pas tout dématérialiser, l'idée c'est quand même qu'on les matérialise au travers, voilà, comme une feuille de route, on va dire dynamique, comme l'avait expliqué Julien précédemment, où la personne pourra voir, voilà, j'ai 2 démarches qui sont faites, qui sont digitalisées, je peux voir leur statut, je sais voir qu'est-ce que j'ai envoyé à l'administration, et j'ai d'autres démarches à réaliser, mais cette fois-ci de manière, on va dire, physique, et l'utilisateur, le déclarant, pourra lui-même cocher, mettre des commentaires et indiquer si ça a été fait ou pas fait. Et ça lui donnera comme ça une vue complète sur l'ensemble de son dossier. Concrètement, quelques petites maquettes dans un autre contexte. Hop. Voilà, l'idée c'est qu'il ait par exemple une démarche de création d'entreprise. Dans sa démarche de création d'entreprise, il doit faire une demande auprès du ministère de l'économie, auprès de l'enregistrement du domaine et des TVA, de la TVA, et auprès du Centre commun de la sécurité sociale. L'idée c'est qu'il puisse voir dans un même dossier l'ensemble de ces démarches et voir où est-ce qu'il en est, quelle est l'administration qui a répondu ou pas, de pouvoir relancer, de pouvoir dialoguer également avec l'administration à qui il a adressé les informations et de suivre tout son dossier au même endroit. Voilà. J'en ai fini avec la présentation. J'espère ne pas avoir été trop long et d'avoir, si jamais vous avez des questions, on pourra les aborder soit maintenant, soit à la suite. Je laisse la main à Laura si. Merci beaucoup pour la présentation. Oui, est-ce que vous avez des questions de compréhension directement? Et oui, je propose d'ouvrir quand même la discussion concernant les 2 présentations que nous avons eues. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques concernant la question de début? Est-ce que vous voyez des potentiels ou des obstacles pour l'utilisation de ces outils dans le futur? Là, nous avons déjà une question dans le chat concernant la sécurité et qualité de données. Oui, comment est-ce que c'est géré? Ça concerne peut-être les 2 cas, parce que les données dans ce domaine sont quand même sensibles. Je vais peut-être commencer. Pour le portail national d'urbanisme, finalement, ce dernier va se contenter d'agréger toute une panoplie de données et de les mettre à disposition sous une forme structurée.
Donc, tous les disclaimers qui prévalent déjà pour ces données continuent à prévaloir. Et bien sûr, sur le portail national d'urbanisme, puisque nous sommes encore en amont de toute demande officielle, par exemple dans le futur via MyGuichet, puisqu'on a vu avec la présentation de Vincent, c'est ce qu'on ambitionne de faire à la suite. Mais le PNU vient donc avant et permet justement de simuler un projet. Donc finalement, on peut conserver dans son espace tous ces projets simulés sans faire de mal à personne, j'ai envie de dire. On peut récolter des données parce que ce ne sont pas des données personnelles. Ce sont toutes des données qui sont publiques, qu'on pourrait trouver à droite et à gauche. Et la plus-value justement du portail national d'urbanisme, c'est de pouvoir les agréger et les structurer afin de montrer si un projet est réalisable ou pas. Merci. Je peux peut-être répondre pour la partie MyGuichet. Donc effectivement, la sécurité, c'est le pilier principal, on va dire, de la partie MyGuichet, étant donné qu'on traite toutes les données personnelles et qu'on donne accès aux différents registres de l'État. Donc c'est vraiment un point très important. Nous gérons déjà énormément les informations, on va dire, fiscales, les données personnelles des gens, s'ils sont inscrits sur les listes électorales ou pas, ce genre de choses. Donc, nous sommes chaque année audités d'un point de vue sécurité sur ces aspects-là. C'est vraiment, on va dire que la plateforme MyGuichet vraiment met tout en œuvre pour assurer la sécurité des données qui sont transférées, pour garantir que derrière, l'information ne sera vue que par ceux qui doivent les voir. J'ai vu que Monsieur Oswald, vous êtes connecté par téléphone. Est-ce que vous voulez... Alors, ultime test. Oui. Ultime test, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Donc, alors, je vais faire vite. Du coup, la métropole. Donc, ce qu'on a nous aujourd'hui sur la métropole, déjà, je vais vous présenter le contexte dans lequel on évolue, comprendre vraiment pourquoi on est passé à la démat. Du coup, Metz Métropole, aujourd'hui, ça regroupe 46 communes, 230 000 habitants. On a 44 communes qui ont leur propre règlement, 2 communes qui sont encore sous le règlement national d'urbanisme. On a des instructions différenciées dans le sens où on instruit pour la majorité des communes de la métropole, mais une commune a gardé son instruction propre même 2 communes en fait, gère elle-même leur déclaration préalable. C'est un type de dossier particulier que les communes ont préféré garder en interne. Et sinon, pour la majorité des communes, sauf pour la commune centre et la commune de Metz, au sein du service, au niveau des responsables des différents services, nous avons délégation de signature des maires pour signer les demandes de pièces manquantes et les majorations de délai des autorisations d'urbanisme. Voilà comment on fonctionne. Donc, on fonctionne sous forme de direction. Alors, donc, nous avons le directeur de l'application du droit des sols. Ensuite, il y a des chefs de service, le chef de service instruction ADS, lequel regroupe 10 instructeurs. Donc, la responsable du service instructeur est elle-même instructrice. On a 2 instructeurs référents et on a 7 instructeurs. Une personne assistante en urbanisme qui épaule les instructeurs pour rédiger les arrêtés, rédiger les actes au final. On a également un service de contrôle de chantier, parce qu'une fois que le dossier est instruit, effectivement, il faut aller contrôler sur le terrain. Donc, on a le chef de service de la police de l'urbanisme qui est accompagné de 7 contrôleurs. Le chef de service est lui-même contrôleur également. Donc, on a un total de 8 contrôleurs qui vont sur les chantiers s'assurer que les autorisations sont réalisées conformément à ce qui a été autorisé. On a une personne également qui, elle, accompagne les porteurs de projets importants avant que ça devienne un avant-projet un peu plus définitif. Déjà, pour aiguiller sur quelles contraintes le porteur de projet aura à réfléchir. Ensuite, vous avez un service assistance aux usagers, qui est mon service,
au sein de mon service, on gère en fait tout ce qui est la dématérialisation des autorisations d'urbanisme, c'est-à-dire le paramétrage de tout ce qui est courrier, et le service après-vente auprès des professionnels, des particuliers, et des communes. On est le lien en fait entre tous les services. On a également au sein de la direction deux juristes, une juriste qui est en charge de tout ce qui est recours contentieux et un autre juriste qui est en charge d'épauler les contrôleurs, les contrôleurs, la rédaction des procès-verbaux, ce qu'ils font sur le terrain. Concernant l'évolution de la démat. Alors la démat, historiquement, en France, elle est devenue obligatoire en 2022, 1er janvier 2022. Donc là, j'ai un petit tableau qui dresse les différents types d'autorisations que l'on gère au sein de la direction de l'application du droit des sols. Donc on peut se concentrer sur les CUA, c'est peut-être ce qui nous intéresse peut-être le plus. Ces CUA, effectivement, c'est essentiellement les notaires qui les déposent. En 2022, dès que la démat s'est ouverte, et qu'on a ouvert le portail pour les 46 communes de la métropole, fin d'année, on avait 62% des dossiers qui étaient numériques, qui étaient déposés numériques. C'était déjà une bonne accroche, sachant qu'on a fait pas mal de communication avant. Vous voyez, on voit bien que c'est un peu plus sensible, un peu plus faible en tout cas au niveau des particuliers. Donc globalement, sur toutes les autorisations du droit des sols, on avait 55% de dépôt numérique dès la première année d'ouverture, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, en 2022, on voit qu'on monte. On passe de 2022, on est à 62% pour les CUA. En 2023, on arrive à 88%. En 2024, 93%. Et là, en 2025, il me manque un petit bout de la ville de Metz parce qu'on a changé en même temps de logiciel, donc c'est plus facile pour moi de faire l'impasse dessus. On est à 96% de dossiers numériques. Voilà. Donc, pour illustrer un peu ce que je vous dis, hop, je vais vous faire une petite présentation en live également. Donc, les gens, quand ils déposent un dossier d'urbanisme sur Internet, ils choisissent le portail urbanisme des communes de l'Eurométropole de Metz. Ils arrivent sur le portail de la métropole. Je Ensuite, pense on ne voit pas encore votre écran. vous voyez pas, oui. Je vais attendre. Moi, quand vous le voyez, C'est toujours la présentation. je peux l'arrêter et le refaire. Compléter pour le moment, c'est qu'en fait, l'État n'a pas mis à disposition un guichet national pour pouvoir déposer. Au départ, il a mis un service d'aide sur le site servicepublic.fr, mais on ne pouvait pas déposer comme il fallait dans toutes les communes. Donc, du coup, la métropole et son éditeur, du coup, a utilisé le guichet de l'éditeur. Donc, dès qu'on change de logiciel, on est obligé de changer d'éditeur. Donc c'est pas très, on est obligé de changer de guichet, pardon. Du coup, c'est vrai que c'est pas très pratique pour les professionnels et pour les particuliers. Et même avec un changement de logiciel, on est en pleine migration en ce moment. Les demandeurs retrouvent quand même leur dossier sur leur guichet. C'était quand même le but aussi, malgré cette migration. Donc une fois que les gens sont sur le site du portail de l'Eurométropole, ils ont la possibilité, effectivement, soit de chercher des informations sur un parcelle, comment éditer un plan de masse, un plan de situation qu'il faudra réintégrer dans le guichet. Donc, s'ils veulent déposer un dossier, ils vont cliquer sur en direct. Ah non, ça va être compliqué parce que je vais faire plusieurs allers-retours avec du dépôt de la complétude et du mail. Ça met une minute à actualiser. Donc, une fois que les gens ont cliqué sur l'icône déposer un dossier, choisissent leur commune. Ça peut être fait sur la carte ou dans une liste qu'il y a ici. Ils valident le choix de dépôt.
Là, j'y suis déjà, mais voilà. Il arrive sur le guichet, donc le guichet des demandes d'autorisation de l'Eurométropole. Voilà, il se connecte. Ils ont la possibilité de soit de créer un compte propre à l'outil, soit de passer par France Connect, c'est l'identifiant national français. Donc, je vais me connecter avec un compte bien spécifique. Voilà. Donc, je viens de me connecter et j'arrive sur mon guichet. D'accord. Donc, SOSVAL, c'est mon adresse mail parce que je suis référencé. J'ai créé mon compte avec mes identifiants. Donc, je reviendrai après sur ce qui est en dessous. Je vais d'abord procéder au dépôt d'un dossier. Donc, un demandeur, quand il veut déposer un dossier, on voit bien qu'il y a des icônes, accueil, déposer, brouillon, mes dossiers, aide. Il va sur déposer mes dossiers. Deuxième icône par la gauche. Voilà. Donc, une fois qu'on arrive sur déposer un dossier, le demandeur choisit la commune sur laquelle il veut déposer son dossier. Et à ce moment-là, va s'ouvrir en dessous l'ensemble des tuiles pour lesquelles il est possible de déposer un dossier sur la commune en question. Donc là, j'ai pris un exemple là, je suis sur une base de test. Donc on peut déposer tous ces types de dossiers d'urbanisme sur la commune de Metz. Si je veux changer de commune, il est possible que j'ai moins d'autorisations ouvertes sur le guichet accessible aux demandeurs depuis Internet. Donc j'ai déposé, admettons, un certificat d'urbanisme. Je clique sur la première tuile, certificat d'urbanisme. Et en dessous, vous allez voir afficher donc, les types d'autorisation de certificat d'urbanisme que je vais pouvoir sélectionner. Donc, il y a deux types de certificats d'urbanisme, un certificat d'urbanisme de simple information et celui qui est un certificat d'urbanisme opérationnel. Alors, simple information, en fait, c'est 95%, ce sont les notaires qui le demandent parce qu'il y a une vente d'un terrain pour avoir l'information, la pièce d'identité de la parcelle, si vous voulez. Ça va faire ressortir l'ensemble des servitudes et les prescriptions qui grèvent la parcelle. Donc, si je clique sur certificat d'urbanisme d'information, on peut voir aussi qu'à chaque fois, sur la droite, il y a les infobulles qui donnent des indications aux demandeurs à quoi ça sert. Voilà. Et enfin, je clique sur valider. Voilà. Là, j'attaque la procédure comme si je saisissais le formulaire CERFA, les formulaires que les gens doivent compléter pour déposer un dossier. Donc là, comme je suis déjà sur mon compte, je suis par défaut le bénéficiaire. Mais un notaire pourrait très bien cliquer par mandaté par le bénéficiaire et remplir le nom, remplir le CU au nom du vendeur, par exemple. Je continue avec le bénéficiaire, je valide. J'espère que ça va se coller aussi chez vous la page. Donc là, c'est un peu le récapitulatif de ma carte d'identité sur ce guichet. Là. Donc ça reprend les données que j'ai saisies lorsque j'ai créé mon compte. Donc là, si je suis sur mon guichet, je ne fais rien de plus à part aller tout en bas de la page et de cliquer sur valider. Voilà, donc c'est ce que je fais.
J'ai également la possibilité, si je le souhaite, de créer un autre demandeur. Bon, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire. Donc je valide, c'est un récapitulatif de ce que je viens de faire à l'instant. Je valide et maintenant je vais choisir le terrain sur lequel je veux déposer un certificat d'urbanisme. Donc je tape l'adresse où je veux déposer mon dossier. Là, je viens de taper l'adresse dans la barre. Effectivement, il y a marqué 1 rue Champeau. J'ai tapé une autre adresse et en tapant cette adresse, la cartographie que vous avez sur la droite va cibler directement la parcelle. Voilà. Je vais donc cliquer sur la fameuse parcelle. Voilà. La parcelle donc est devenue un peu en surbrillance. Et du coup, le fait d'avoir cliqué sur ces parcelles, ça me renseigne en partie inférieure, que vous allez voir apparaître à l'écran, dans la partie basse de cette page internet, les références cadastrales et la superficie de la parcelle. Voilà. On voit bien, section BV, numéro de parcelle 102, parcelle superficie 695 mètres carrés. Et en bas, je vais tout en bas et je valide à nouveau le dépôt, cette page-là ici. Ensuite, la page qui va s'ouvrir juste après, c'est le document à joindre pour le dépôt d'un certificat d'urbanisme. Donc là, effectivement, la seule pièce obligatoire pour un certificat d'urbanisme, la formation, c'est un plan de situation. Donc le demandeur va ajouter une pièce. Là. Donc je choisis mon plan de situation. Là. Donc mon document est bien joint. Il prend également le numéro des PCA, prend le numéro automatiquement de la pièce officielle. Et je valide. Effectivement, la thèse qu'on a pris autorise que les documents sont exacts, il accepte les conditions générales d'utilisation qui expliquent la manière dont on utilise le guichet. En gros, en grande ligne, il est dit que si on commence à instruire sur le guichet, toute la procédure continuera sur le guichet. Et ensuite, il dépose sa demande. À partir de là, donc on revient sur le guichet donc du demandeur. Alors, je ne vais pas aller plus bas parce que ça mettra trop de temps à afficher. Et donc, vous voyez bien que sur le bas de cette page, il y a mes dossiers en attente de complétude. Si je descends un peu plus bas, j'ai mes dossiers en cours d'instruction. Et le demandeur peut revenir rechercher, peut reconsulter les dossiers qu'il vient d'envoyer à l'intention de la mairie. Je vais attendre que ça bouge un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai scrollé un peu vers le bas. Sur la partie gauche, on voit tous les dossiers qui sont en cours d'instruction, qui ont été envoyés à l'attention de la mairie. À droite, sur la partie haute,
c'est tout l'ensemble des documents qu'on a mis à disposition du demandeur via le logiciel que je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, la commune, en fait, quand un dossier est déposé via ce guichet, la commune est avertie par mail, et d'une. Ça permet d'avoir l'information pour les petites communes qui ne sont pas connectées toute la journée sur le logiciel d'instruction. Et une fois qu'elles arrivent sur le logiciel d'instruction, elles ont plusieurs onglets. Il y a les onglets récemment consultés, celui qui est en surbrillance. Là, et il y a l'onglet récemment déposé. Quand on clique sur l'onglet récemment déposé, alors, le temps que ça s'affiche, que ça s'actualise. On va arriver. Voilà. On voit bien que en deuxième ligne, voilà, comme c'est une base de test, hein, il y a des collègues des enseignes qui ont déposé un dossier en date du 25 juin 2026, c'est pour ça qu'il sort en tête de liste. Normalement, comme j'étais le dernier à déposer mon dossier, c'est mon dossier qui aurait dû sortir en tête. On voit bien que c'est le CUA, donc en deuxième ligne, déposé le 17 mars, sous mon nom, la rue du Pré, c'est celui que j'ai déposé. Les communes savent que le dossier-là est déposé. Ensuite, l'éditeur prévoit, lui, un tableau de bord propre au logiciel. Il va s'afficher dans quelques instants, qui permet de voir les différentes étapes de la vie d'un dossier, mais par rapport à ce que l'éditeur, lui, a pensé faire. Voilà. Donc, dans la vie d'un dossier, il faut affecter le dossier à un instructeur, il faut valider la pétition, ça envoie le dossier dans le cloud de l'État, qui permet après des transmissions à des services que l'on souhaiterait consulter, ou directement à la préfecture, au final, lorsque le dossier est délivré. Il y a des pièces à qualifier, puis il y a tout un travail d'instruction à faire. Donc, il y a des tuiles qui permettent de rafficher le nombre de dossiers concernés par ces étapes. Mais ça, c'est un tableau de bord qui permet d'avoir des informations, qui n'est pas forcément adapté à le circuit qu'on a nous en interne et les échanges qu'on a avec nos communes. C'est pour ça que sur la gauche, on a également accès à plusieurs logos verticaux en couleur ici, et notamment un qui s'appelle Mairie. Donc on a travaillé nous sur un processus. Donc, du coup, ça c'est un tableau de bord personnalisé pour lequel on a créé les requêtes nous concernant. Et ce tableau de bord possède plusieurs requêtes. Parce que bien que ce soit un dossier, un outil numérique, un logiciel, pour moi, il est indispensable que l'humain reste encore maître de ce qui se passe au niveau des circuits. Donc là, j'ai fait des requêtes pour les communes, tout ce qui est CU récemment déposé et DP récemment déposé. Parce que à la suite de ce tableau, ça s'affichera. Voilà. Donc à gauche, ça s'appelle un tableau de bord composé de plusieurs requêtes. Chaque requête interroge la base de données du logiciel pour faire ressortir des informations. Pour les communes, j'ai fait ressortir des champs en bleu, des colonnes, qui sont les champs minimum à renseigner pour que le dossier n'apparaisse plus dans leur tableau de départ. Donc, quand les communes vont cliquer sur les numéros de dossier, pour lesquels j'ai attribué un raccourci, en cliquant sur le numéro de dossier, elles vont accéder directement au dit dossier. Ça va apparaître. Voilà. Les champs bleus, les communes, à force d'utiliser, les connaissent. Et pourquoi j'ai mis les champs bleus? Parce que c'est, par exemple, celui-là. Il est nécessaire de le compléter parce que sinon, les pièces complémentaires qu'on veut attribuer au dossier ne pourront pas être liées. Il y a la précision des travaux, c'est ce qui ressort sur nos arrêtés. Et il y a d'autres onglets à saisir
informations-là, comme ça va arriver, le récepteur, voilà, l'instructeur, l'autorité compétente ou le pôle. Le pôle, c'est le service qui instruit le dossier. Il y a des liens automatiques si c'est le pôle ADS, donc c'est la métropole qui instruit, et donc l'État sait que c'est nous qui instruisons. Si la commune saisit PDT 50Z, c'est-à-dire que c'est euh, le préfet qui instruit le dossier, et du coup, c'est un dossier de compétence État, et ça va dans les listings pour l'instruction au niveau des services de l'État. Donc, entre-temps, comme là, j'étais un peu vite, mais entre-temps, hop, moi, en tant que demandeur, donc je vais retourner sur ma boîte mail. Voilà. En tant que demandeur, ici, qui est surligné en bleu, quand j'ai envoyé mon dossier depuis le guichet tout à l'heure, j'ai reçu un premier message. Premier message qui s'appelle un accusé d'enregistrement électronique. Donc, le numéro 269, c'est le numéro électronique de la demande, qui n'est pas le numéro du dossier encore. Ça va s'afficher. En fait, cet AE dit juste au demandeur que on a bien reçu votre dossier, il porte le numéro numérique suivant, mais que vous allez bientôt recevoir le vrai numéro de votre dossier. Et dans la foulée, le deuxième mail qui est arrivé, donc là je suis en tant que demandeur, hein, j'ai reçu un accusé de réception électronique. Ah. Donc là du coup, également avec un mail, et qui donne ce coup-ci le vrai numéro de dossier. Alors, voilà. Là, c'est le deuxième mail que le demandeur qui a envoyé son dossier depuis le guichet reçoit, et ce coup-ci avec le vrai numéro de dossier. Accompagné à ce numéro de dossier, et une attestation de récépissé, de dépôt, qu'il reçoit parce que souvent, les gens qui construisent ont besoin d'attestations officielles pour déposer à la banque. Du coup, ils ont un document qui se génère automatiquement avec ce mail, avec les informations recopiées depuis le logiciel. Voilà le document qu'ils reçoivent. Après, ça, c'est modulable à notre guise, hein. Je reviens donc sur le logiciel. Donc, sur la gauche, comme j'ai dit tout à l'heure, on a créé du coup des tableaux de bord spécifiques en fonction des rôles de chacun dans la chaîne d'instruction d'un dossier d'urbanisme. La mairie, on vient de le voir. Une fois que la mairie avait rempli tous les champs bleus de ces dossiers donc disparaissent de ces tableaux qu'on avait vus. Et une fois que tous les champs bleus, à minima, que je vous ai montré tout à l'heure, sont complétés, une fois que les champs bleus là sont complétés, c'est quelque chose qu'on a défini entre nous en interne. Hop. Cette requête-là va apparaître dans le tableau de bord du secrétariat chez nous à la métropole. Là, maintenant, c'est le secrétariat qui prend le relais. Dès que la commune a rempli ce qu'elle devait remplir, les dossiers basculent ici. C'est tous les dossiers qui n'ont ni instructeur ni contrôleur. Parce que ça, c'est vu avec les communes. C'est nous, au niveau de la métropole, qui renseignons les intervenants sur le dossier de la métropole. Donc ça, on sait déjà que du coup, si le dossier est ici, c'est que la commune a déjà fait tout le travail derrière en amont, et que maintenant, c'est à nous de jouer au niveau d'instruction. Nous, on n'intervient pas, même si on a moyen de le savoir via l'outil, on n'intervient pas sur un dossier tant que la commune nous a pas fait apparaître ce dossier-là, si vous voulez. Donc, au niveau de l'instruction d'un dossier, je reviens sur le logiciel.
Donc, je vais reprendre le fameux certificat d'urbanisme. On va venir. L'instructeur a un travail à faire. C'est que quand j'ai saisi mon certificat tout à l'heure, donc j'ai fait la saisie de mes données, qui s'est transformée en document ici. Voilà. Donc c'est la première partie, c'est la partie haute, CU00. C'est une reconstitution d'un formulaire CERFA. Et en deuxième partie, c'est le plan de situation que j'ai joint. L'instructeur, lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit valider ces pièces. Alors, le numérique, ça a de l'avantage et ça a également de l'inconvénient. L'avantage, c'est que effectivement les flux, c'est plus facile. Ça évite d'avoir à saisir en mairie les dossiers à la main par une secrétaire. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir une rigueur et des circuits numériques précis. Donc, du coup, effectivement, ça peut paraître lourd dans un premier temps de venir cliquer sur la pièce. Chez moi, ça s'affiche. Puis, on cherche pour les visionneuses. D'accord. Alors, j'ai changé maintenant. Donc voilà. En haut, il y a le petit bouton valide. Moi, je suis parti. Sur la partie haute, là, il y a marqué valide. L'instructeur doit saisir oui ou non si le document est valide. Par exemple, je vais dire non, dire qu'il n'est pas valide. Voilà. Je suis en train de taper, donc je dis que le document n'est pas valide. L'observation, je vais dire pourquoi il n'est pas valide. Je dis que les informations du terrain sont erronées. Je valide. En validant, il va me faire passer à la pièce suivante, qui est le plan de situation. Que pour l'exemple, du coup, je vais dire, allez, je vais dire que c'est bon. Donc je valide cette plan, ce plan de situation. Là, je viens de mettre oui dans la validité de la pièce et je valide mon document. Donc, je vais revenir en arrière sur l'écran des pièces et vous allez voir apparaître que du coup, visuellement maintenant, de notre côté, l'instructeur sait sur lesquelles les pièces il est passé et sur lesquelles il n'est pas passé. La pièce que j'ai invalidée est devenue rouge. Il y a l'élément que je veux demander au demandeur et la pièce que j'ai validée est devenue verte. Elle est rouge. Maintenant, il y a quand même un travail à faire parce que c'est des échanges numériques. L'instructeur doit simplement faire des actions d'instruction, mettre une ligne en plus, effectivement, et mettre une date. D'accord. Le fait de faire ça, sur le guichet numérique, ça va ouvrir la possibilité au demandeur de modifier les dites pièces, mais la pièce uniquement la première pièce, donc le CERFA. Il aura la main pour remodifier le CERFA. Et demande de pièces. En parallèle, j'y vais uniquement. J'évite en besoin parce que le but c'est pas de former sur le logiciel, c'est expliquer ce qui se passe. L'instructeur donc génère le courrier d'incomplétude. J'espère qu'il va bien s'afficher parce que c'est pas nos courriers, c'est les courriers qu'on a laissés d'origine de l'application.
Donc du coup, se génère le courrier d'incomplétude. Hein. Ça, c'est effectivement, c'est pas notre dernière version de courrier parce que là, on est en test. Hein. Et derrière ici, derrière CERFA du dossier, il y avait marqué la phrase en plus que j'ai notée tout à l'heure dans l'observation. Les références du terrain sont erronées. Et ce document-là, donc l'instructeur l'enregistre comme dans le Word standard. Hein. Et ce document-là, hop, ce document-là, l'instructeur vient le rechercher dans le dossier de signature parce que c'est comme ça qu'on procède. Et on vient dessus, on va arriver, et on a la possibilité, sur chaque document, cliquer sur publier ici. Il y a un petit onglet publier, ou bien publier. Vous allez voir, il y a quelque chose qui va afficher, un petit logo qui va s'afficher. Il va nous informer que les documents publiés, c'est à la fois les documents que les gens ont déposés depuis leur guichet vers chez nous, ou nous, en sens inverse, vers le guichet du demandeur. Là, il y a un petit nuage. Là, ça nous informe que le dossier est visible sur le guichet du demandeur. Et tous les mails que j'ai reçus tout à l'heure, en correspondance, ils viennent automatiquement se classer là. L'ARE, pardon, qui m'informait de mon numéro de dossier est ici. Le récépissé de dépôt que le demandeur a reçu, j'en ai également trace. Et là, comme je viens de publier un nouveau document avec une incomplétude, donc le demandeur a reçu un mail, je vais vous montrer, mais le mail vient également se remettre en copie ici. On a à chaque fois des traces de tout ce qu'on envoie au demandeur. Si je vais dans ma boîte mail, hop, voilà, le dernier message qui vient d'arriver. On informe le demandeur qu'un nouveau document est disponible dans son espace documentaire. On invite à le consulter. Cette application nous permet également, donc là on a pris le CU d'un document avec une seule pièce, mais bien sûr, si je viens à un dossier un peu plus conséquent, bien défini, hop, voilà. Là j'ai pris un document un peu plus gros. Vous puissiez voir. Là, on était sur un dossier un peu plus gros, une déclaration préalable. Avec plus de pièces, le travail sera le même. D'accord. Ce qu'on fait également de manière numérique, c'est les consultations des services.
Je suis vraiment désolé de cette chante de réseau. Voilà. Donc, faut choisir donc, des services à consulter, juste à sélectionner. Là, c'est un dossier numérique, je le sais, alors campus dématérialisé. Une fois que je fais lancer les consultations, du coup, le service en question va à la fois recevoir un mail comme il est consulté, et il a également accès à son guichet à lui. Et ça va s'afficher. Donc, du coup, le service que je viens de consulter reçoit dans un temps un premier mail qui l'invitera à aller sur son guichet à lui. C'est un guichet spécifique au service consulté. Voilà. Là, les services ont une liste des avis à émettre et quand ils cliquent sur un dossier, ils ont tout un circuit, ils accèdent aux caisses. Ça va s'afficher aussi. Je leur ai paramétré aussi des exemples de modèles de courrier. Là, ils accèdent à un résumé du dossier. Je vais éviter de tout cliquer pour pas perdre trop de temps non plus. Au final, quand on finit ces onglets en haut qui s'appellent pièce du dossier, étude, avis du service et avis, en arrivant sur avis, ils ont la possibilité de choisir un modèle de courrier de réponse qui vienne intégrer déjà du texte, nom, demandeur, adresse, etc., type de travaux, pour lequel il nous faut une réponse. Et une fois qu'ils valident cette réponse, cette dite réponse vient s'intégrer automatiquement dans notre partie documentation en avis des services. Donc, on reçoit de manière dématérialisée de la part du demandeur. La commune a des tâches à réaliser. Une fois que les tâches de la commune sont faites, ça vient chez nous à la métropole. Nous, on fait les demandes de pièces manquantes, on instruit le dossier nécessaire. On fait des consultations de service. Les consultations de service, tout revient automatiquement, viennent se réintégrer automatiquement dans l'avis de service. Quand les services nous font des réponses, en haut à droite, ici, il y a une petite cloche. En cliquant dessus, l'instructeur est au courant par un événement, comme quoi le service a donné un avis dématérialisé dessus. Et en cliquant sur le nom de ce numéro de dossier, le logiciel s'ouvre automatiquement sur le dossier en question. Et pour les décisions, c'est le même principe pour les demandes de pièces complémentaires. Les décisions sont à compléter effectivement, je peux pas le faire parce que j'ai pas fait toutes les étapes. En fait, le logiciel me bloque, mais en fait, pour les décisions, c'est le même principe. On crée une décision, nous. Sur la ville de Metz, on a testé quelque chose depuis la mise en route octobre 2025, c'est la signature numérique. C'est-à-dire que sur Metz, les instructeurs, quand ils génèrent un arrêté, ils le publient sur un circuit signature, qui fait que il y a le responsable d'urbanisme de la ville de Metz qui le vise. Une fois que lui l'a visé, ça va à la signature numérique de l'élu. Une fois que l'élu a signé, ça vient se réintégrer automatiquement dans le logiciel et ça publie la réponse automatiquement sur le guichet numérique où le demandeur a déposé son dossier, à la condition que le demandeur soit le même que celui qui a déposé le dossier. Parce que ce que dit le code de l'urbanisme en France, c'est que celui qui doit être destinataire de l'autorisation, c'est pas celui qui l'a déposé sur le guichet numérique, c'est celui qui a fait la demande. Donc, pour tout ce qui est arrêté avec des prescriptions, nous, malgré le fait qu'on le mette sur le guichet, on envoie quand même en parallèle aujourd'hui en recommandé. Pourquoi? Parce que aucun logiciel, aucun éditeur qui existe en France, de toute façon, ne permettent de savoir que les gens l'ont reçu et que les gens l'ont bien lu. Parce que la différence entre un dossier papier, le code précise que les demandeurs doivent être destinataires de la réponse, c'est du papier, et quand c'est du numérique, par contre, la réglementation dit que le demandeur, parce que l'administration doit savoir quand est-ce que le demandeur l'a reçu et quand est-ce que le demandeur l'a lu. Comme aucun éditeur n'est capable de nous
permettre de savoir quand est-ce que le demandeur l'a lu, on s'impose de l'envoyer en recommandé en parallèle. Voilà le juste petit tic aujourd'hui dans lequel on est confronté par rapport à la réglementation actuelle. Alors, certaines communes, effectivement, s'en affranchissent. Juridiquement, par contre, c'est un peu fragile. Voilà. Et je pense que je vais m'en arrêter là parce que sinon, je vais passer la nuit. Et surtout, vu la lenteur, c'est un peu agaçant. Merci beaucoup, de toute façon, pour cet aperçu détaillé de votre travail et que vous avez présenté ça en détail. Oui, en regardant l'heure, il faut probablement trouver la fin de cette séance, mais oui, il y a quand même une question. Peut-être vous pouvez juste dire concrètement quelle est la... Oui, comme il est écrit ici, la valeur contraignante pour la personne privée. Alors, le CU informatif, en fait, il informe sur les servitudes et prescriptions de la parcelle, mais en même temps, il a une valeur contractuelle dans le sens où il fige les règles sur la parcelle pendant 18 mois. Donc ça, c'est pour le CU informatif. Donc, quelqu'un qui dépose un CU, sous certaines conditions, il fige les règles dans le temps. Si le règlement est amené à changer et que certaines procédures du règlement n'ont pas été franchies, ça permet au demandeur de garder la règle actuelle. Entre le moment où il réfléchit sur son projet qu'il va déposer le permis, peut avoir une évolution de règlement. Là, ça lui fige les règles dans le temps. Et un CU opérationnel, on se prononce sur un projet proprement dit. Alors, pas aussi important qu'un permis de construire. On va surtout se dire que sur le CU de construction, le demandeur va demander est-ce qu'à cet endroit-là, je peux faire une maison d'habitation sur cette parcelle. Nous, on va simplement se prononcer sur oui, vous pouvez faire une maison d'habitation sur cette parcelle-là, dans la zone considérée. On n'est pas tenu d'aller plus loin, mais nous, de notre côté, si vraiment il y a des points particuliers qui vont contredire après du projet, on met en exergue du coup ces points problématiques. Et on consulte les réseaux en parallèle. Ouais, tout à fait, merci de le souligner, Sandrine. Pour un CU type B, pour une construction pour un projet, on consulte également les concessionnaires des réseaux. Comme ça, le demandeur sait, s'il a demandé en fait, est-ce que je peux faire une maison sur ce terrain-là, on va lui dire oui, c'est possible. Éventuellement, s'il y a des contrariétés, parce qu'il dit juste, en fait, la pièce à fournir, c'est simplement un plan de masse avec un dessin d'implantation où il va mettre son projet. Et nous, du coup, on se prononce juste sur ça et on consulte les réseaux. Comme ça, il sait à la fois si son projet est faisable et s'il y a les réseaux aussi qui desservent la parcelle. OK. Merci beaucoup. Oui. Et oui, s'il y a des autres questions, aussi, vous pouvez aussi nous contacter et je pense qu'on peut bien sûr aussi rester en contact ou établir en contact s'il y a besoin. Bien sûr, pas de souci. Et si un jour vous voulez une présentation plus fluide, on va commencer si vous voulez. Merci beaucoup. Oui, je remercie tous les intervenants pour aujourd'hui et pour votre temps pour cette séance un peu plus longue. Et je veux juste dire que la semaine prochaine, le 26 mars, aura lieu la dernière séance du colloque de la CIPU. Et là, ça sera en anglais et nous avons l'occasion d'avoir accès à des perspectives internationales sur la transition digitale au niveau régional et communal, concrètement à l'exemple de la région Leiden en Belgique et la ville de Tallinn. Donc, merci beaucoup pour votre participation et les présentations. Oui, et peut-être on va se revoir la semaine prochaine. Au revoir.